Les ETF spot Ethereum sont validés. Alors oui, je sais, ça ne se voit pas sur ce graphique, mais en effet, je vous assure qu'ils sont validés. En tout cas, partiellement, je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas eu d'accélération, pourquoi on a eu un petit sell the news qui était vraiment tout petit, pourquoi ça s'est stabilisé, parce qu'en fait, ce n'est pas terminé. Il faut comprendre l'implication que ça va avoir. Je vais vous donner une temporalité. Et ensuite, on va aller voir surtout sur l'autre nouvelle qui est passée un petit peu inaperçue alors qu'elle n'aurait pas dû. Bonjour, c'est Cryptolis. Je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Alors oui, les ETF sont validés. Alors, comme nous dit Gary Gensler, stay tuned, parce que c'est en effet ce qui reste réellement de la validation. C'est-à-dire qu'on a eu de la validation, oui, du 19B4 forme, alors, ça vous parle peut-être pas, mais globalement c'est bien une validation des ETF, de l'arrivée des ETF, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est le S1 forme, qui est très important et qui permet de pouvoir lancer directement l'ETF. Et ça, malheureusement, ça va mettre quand même beaucoup plus de temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est validé, c'est acté, et ça, c'est excessivement positif pour l'ensemble de l'écosystème. Pour rappel, l'ETF Spot Ethereum a pour but de laisser la possibilité à des institutionnels de pouvoir acheter une part d'un ETF qui lui-même possédera des Ethereum. Et les Ethereum seront directement achetés et conservés par le gestionnaire désigné à cet effet. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant pour le marché, mais pour que ce soit intéressant, il faut impérativement que, oui, ça se lance. Et je pense que vous devez vous poser la même question que pose Cointelegraph, comment ça se fait qu'on n'est pas riche maintenant? Et bien tout simplement parce qu'il nous manque le S1 qui n'est pas encore validé. Alors les analystes disent que ça va prendre beaucoup de temps. Quand on parle de beaucoup de temps, on parle potentiellement de semaines, voire même de mois. Certains analystes considèrent que certainement ce serait en juillet ou en août, selon Galaxy Digital Report. Alors pour moi, je pense que c'est logique d'avoir ce retard très fort, c'est-à-dire que on reprend le canevas de l'accélération. Je vous avais expliqué notamment hier que c'était déjà étrange d'avoir une telle accélération rapide. Ça fait plusieurs fois que je vous dis que la réglementation change, c'est une réalité. On voit vraiment en fait les politiques US qui sont en train de changer. On va revenir sur la nouvelle très importante dans quelques instants et qui est même limite plus importante encore que les ETF et plus importante que le FIT 21. Vous allez comprendre pourquoi. Mais pour les ETF, il faut comprendre que si la validation est politique, ça veut dire que ça s'est accéléré. Si ça s'est accéléré, ça veut dire forcément qu'il y a eu moins de temps pour se préparer. Et si on prend en considération le temps nécessaire pour lancer l'ETF spot Bitcoin, rappel, on a eu la rumeur de validation en octobre 2023, d'accord? Et la validation a été faite le 11 janvier 2024. Donc ça a pris énormément de temps et c'est normal que ça prenne du temps. Et je trouvais ça étrange déjà hier d'avoir une accélération telle et surtout un lancement qui était aussi rapide avec le listing aussi rapide. Donc on attend ce sacré formulaire S1 et en fonction de l'état de validation de ce formulaire, on aura l'arrivée des ETF, et c'est pour ça qu'on n'a pas d'accélération, parce qu'on n'a pas d'achat, on n'a pas d'inflow, on n'a pas de cash qui rentre directement dans les ETF. Alors, est-ce que ça peut être invalidé? Oui, il y a un cas où ça peut être invalidé dans lequel on a 10 jours, dans lequel on peut revenir sur ce formulaire, mais la probabilité reste quand même très faible, mais il faut quand même le noter. Donc voici la raison pour laquelle ça n'a pas accéléré à la hausse, parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentrait tout simplement sur l'ETF. Et la validation en elle-même n'est pas la mise en circulation de cet ETF, donc c'est deux choses séparées, et encore une fois, la nouvelle en elle-même a très peu d'intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les flux financiers qui arrivent. L'autre nouvelle qui est passée inaperçue, en tout cas si vous n'avez pas vraiment suivi, c'est qu'il y a eu une loi qui est passée, qui est anti-CBDC. CBDC, c'est quoi? C'est de la monnaie digitale de banque centrale. C'est un petit peu le nerf de la guerre depuis 2020, où on explique que CBDC vont remplacer la crypto, qu'il n'y a pas de place pour la crypto s'il y a les CBDC. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons Circle qui a décidé de déplacer de l'Angleterre vers les USA son headquarter pour pouvoir justement faire une IPO, donc c'est-à-dire se lister sur la bourse, et ça c'est très important. Ça veut dire que on a un signal fort nous disant que certainement il y a une redynamisation au niveau de la partie réglementaire sur les USA et que peut-être
Circle va nous faire d'autres annonces sur la notion de CBDC derrière. Ce qui est important de savoir, c'est que la CBDC, oui, est refusée. Par contre, ça existe déjà, ça a été un petit peu caché. Pour ceux qui étaient là à l'époque, on se souvient de FedNow, qui est toujours active, qui permet de faire les transferts interbancaires dans le système américain. Alors oui, ce n'est pas une CBDC, et c'est plutôt positif. Après, est-ce que l'Europe aura sa CBDC? Ça, c'est encore une autre discussion, et c'est encore autre chose. Maintenant, vous allez me dire, oui, c'est bien sur Ethereum, on parle beaucoup d'Ethereum, ça explique pourquoi Ethereum, mais pourquoi Bitcoin a pris une claque? Ça, c'est la grosse question, et la question, elle est 1, technique, et 2, technique, encore une fois, dans lequel nous avons le S&P 500 qui est en cours de correction dans lequel on est en train de retracer ici le précédent top, 2275, on reviendra dessus dans l'analyse macro de demain. C'est pas lié à Nvidia a arraché tous les résultats, on le verra demain et vous allez comprendre pourquoi on est en train de retracer actuellement. Donc forcément, ça impacte Bitcoin qui a ravalé une grosse partie de sa bougie. Et avant que je vous explique tout ça, likez, partagez et abonnez-vous si vous voulez me soutenir, c'est le meilleur moyen et c'est gratuit. Merci à vous toutes et toutes qui prenez le temps tous les jours de me remercier de cette façon-là. Et pour Bitcoin, alors, comment ça se fait qu'on retrace autant? On est dans une vue weekly sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui est la représentation des futurs des institutionnels. Comment ça se fait qu'on retrace? On retrace fortement, peut-être même, on va continuer aujourd'hui à retracer pour aller retester les 66 et ravaler entièrement cette bougie. Est-ce que c'est la première fois? Non, on a déjà connu cette respiration, on connaît déjà ce sentiment, et oui, nous sommes certainement dans ce range qu'on définit déjà depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois pour ceux qui suivent vraiment la chaîne, dans lequel nous avons la borne haute, la borne basse, donc nous avons un selling, étant donné que nous sommes arrivés sur la borne haute, en tout cas en proximité de la borne haute. Et c'est plutôt classique, encore une fois, je vous l'avais annoncé hier, qu'il y a de grandes possibilités d'aller retester ce break-off structure que nous avons ici, donc cette zone des 67 300, 67 400, et c'est là la consolidation que nous avons. La grande question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'on consolide ici pour repartir à la hausse? Là on aura un signal qui sera très bullish. Pour avoir un signal très bullish, il faudrait qu'on ait des éléments bullish. Bon, je vous avoue que le S&P 500 qui est en cours de retracement n'en est pas un. Je vous avoue que la validation de l'ETF spot Ethereum, mais son non-lancement, donc la non-arrivée des capitaux, n'en est pas un non plus. Que actuellement, on a des difficultés sur l'ETF spot Ethereum à vraiment avoir de l'info. Quand on regarde, on voit qu'on est quand même dans une phase de diminution. Hier, on a eu quand même 1600 bitcoins qui ont été achetés. Bon, ça reste quand même assez faible par rapport à ce qu'on a pu connaître. Donc forcément, on a une phase de respiration, ce qui est plutôt logique. Maintenant, la question que l'on va se poser, quelle est la probabilité qu'on aille chercher le bad range? J'ai envie de vous dire, si on est dans cette phase de latéralisation, la probabilité, c'est certainement la plus haute, et en même temps, on n'a pas forcément, comme je vous l'ai dit, de momentum pour se dire qu'on va recasser à la hausse. On n'a pas de nouvelles structurelles, on n'a pas de nouvelles macro, on n'a pas de nouvelles au niveau de Bitcoin ou d'Ethereum, ou en tout cas de la généralité des cryptos pour se dire qu'on va repartir dans une phase haussière. Donc pour moi, la probabilité de consolider en dessous des 67 000 est relativement importante pour aller retester les 66 000 et ensuite casser les 66. Et là, il y aura une véritable question. Est-ce que on retravaille ici cet order block là avec un retravail des 63-62, ou est-ce qu'on va vraiment chercher notre zone d'achat au niveau des 60 000 qu'on avait abordé la dernière fois? Je vous disais déjà que quand on arrivait dans les 0,5 c'était intéressant, on voit qu'on est parti tout de suite, mais on n'est pas allé chercher ici cette petite zone qui est très importante avec les 618 du mouvement qu'on avait eu historiquement, donc de cette première impulsion, donc on pourrait très bien aller retester là. Ok, maintenant si on prend en considération le fait que le mouvement en lui-même se suffit, et donc on a à ce moment-là une nouvelle typologie de rechargement, et on voit que la zone de rechargement 618 se trouve tout simplement dans la 62 400, qui est en fait tout simplement chercher toutes les liquidités de cette zone-là, plus combler une partie de cette imbalance, aller retester cette partie-là pour ensuite repartir. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de cette zone, et quand on regarde les volumes, parce que c'est toujours important de regarder les volumes, on regarde les volumes de cette accélération, on voit que les volumes de cette accélération sont dans les 63 000, et ça peut être justement un appel de prix très fort, et ce sera une zone vraiment à surveiller dans laquelle potentiellement, si on a une petite accumulation, pour pouvoir repartir et potentiellement refaire un deuxième retest haussier et aller retester les 74 000. On n'est pas obligé d'aller casser en dessous des 60 000. Et justement, quand on regarde un petit peu notre carte qui ne se charge jamais,
A few moments later. Petite quête, quand on regarde, on a quand même beaucoup de liquidités dans les 60 000, et surtout, on voit que c'est une zone qui est vraiment défendue, le haut de range est vraiment vendu, et je pense que pour casser ça et arriver à faire un gros short squeeze, il faut impérativement avoir du momentum, il faut avoir de la liquidité, il faut avoir quelque chose qui pousse très fort. Pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas. On n'a pas le momentum nécessaire. Et sur Ethereum, sur BTC, on voit qu'on a un momentum qui est fort, grâce à la partie nouvelle, et en même temps, on en profite du fait que Bitcoin est relativement faible parce qu'on est en train de vendre la borne. Donc là, on a quand même une forme d'équilibre qui est en train de se faire entre Ethereum et l'ensemble des altcoins et Bitcoin, où on est vraiment en fait dans cette typologie qu'on a déjà connue de latéralisation. C'est-à-dire que là, on a vraiment la représentation de latéralisation avec les altcoins Ethereum qui sont stables, voire même poussent, et à côté Bitcoin qui est dans un range, qui respire et qui latéralise en attendant la suite. Est-ce que le momentum sera la validation du S1 des ETF Ethereum? C'est la question qu'on peut se poser, et c'est un peu la conclusion qu'on pourra avoir dessus. Je pense que oui, ce sera un des momentum, encore faut-il qu'il y ait de l'inflow, mais je pense surtout que la partie réglementaire, elle est la plus importante. Il faut qu'on ait la validation et la ratification du FIT 21, donc qui est la loi dont on a parlé hier, qui est très importante, qui régit le nouveau fonctionnement de la réglementation crypto aux USA, et sans ça, en effet, on ne peut pas aller plus loin. Ensuite, il y a la stablecoin bill, qui va être très importante aussi, qui va régir la partie stablecoin, et certainement l'instanciation de Circle comme étant une entité très très forte aux USA, et je pense que ça va prendre de plus en plus de poids par la suite. Globalement, on attend le retrait de la chape de plomb de la réglementation américaine à travers l'administration Biden, et justement un ensemble de lois qui vont permettre à tout ça de repartir à la hausse, et je pense que ça va prendre du temps, encore une fois. Je ne pense pas qu'on aura une ratification très rapide sur le S1, c'est un petit peu le consensus global qu'il y a autour de cet ETF spot Ethereum, et je suis rangé du côté de ce consensus-là, où, même si on nous a forcé la main pour la validation, Gary Gensler n'a absolument pas envie de le faire, et je pense que ça prendra du temps, et il va falloir que la partie réglementation passe avant tout ça pour pouvoir aller de l'avant rapidement. Et si tu as été jusqu'au bout de cette vidéo, pense à mettre en commentaire ETF Spot Ethereum, parce que tout simplement c'est important que l'ETF soit validé et qu'on ait les inflows pour pouvoir repartir. Et merci d'être resté jusqu'au bout, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.